L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois, Louis Dauphrel. Le budget arrive au Sénat. Nous en parlions hier, les députés ont rejeté une partie du texte du projet de loi finances. Il appartient désormais aux sénateurs de se prononcer pour les collectivités locales. Ce texte n'est pas une bonne nouvelle. Dans un contexte général de déficit abyssal, un effort conséquent leur est demandé. À l'occasion des assises des départements de France, à Angers, nous avons installé notre matinale ici, dans la capitale du Maine-et-Loire, avec le soutien de RCF Anjou, Louis Dauphrel. Et oui, pour demander tout simplement où en sont les départements, parce que les départements s'interrogent beaucoup. Déjà, ils avaient failli être supprimés. Alors la question se pose maintenant de savoir dans quelle mesure ils vont prendre part à l'effort budgétaire qui est demandé aux collectivités locales. 5 milliards d'euros dans le budget 2025. Les départements, à eux seuls, constitueraient 44% de cette participation à l'effort budgétaire, ce qui est quand même très important. On peut comprendre effectivement qu'il y a une inquiétude. Maintenant, celle-ci est peut-être aussi... s'explique, elle est peut-être aussi fondée, et puis l'effort budgétaire s'explique également par la situation catastrophique des finances publiques. Eh bien, on va poser la question à Jean-Léonce Dupont. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président de l'Association des départements de France, vous vous occupez des finances, et vous êtes aussi président du conseil départemental du Calvados. Je parlais en introduction des inquiétudes des collectivités locales et notamment des départements. Est-ce que vous avez été entendu par le gouvernement ? C'est encore un peu difficile, un peu tôt pour vous le dire, puisque vous le savez, le Premier ministre sera avec nous à Angers vendredi matin, et nous attendons évidemment un certain nombre d'annonces. Il a notamment, dans son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, dit qu'il voulait des discours de vérité. En tout cas, en ce qui concerne le département de France, nous sommes dans un discours de vérité. Et sur ce discours de vérité, d'abord, je voudrais rappeler que la collectivité départementale, c'est la collectivité de la solidarité. Oui. Solidarité aux personnes, solidarité aux territoires. Solidarité aux personnes, c'est-à-dire toutes les difficultés au travers de la vie. Le RSA. La jeunesse en difficulté, le RSA, la prestation de compensation du handicap, la montée de la dépendance avec le vieillissement de la population. Nous sommes là pour accompagner tout au long de la vie. On y viendra dans le détail, notamment parce que donc, les départements, c'est intéressant, sont aussi un thermomètre de la solidarité. On y viendra plus tard dans cette interview. Mais d'abord, quel impact concret ce budget aujourd'hui a-t-il pour les finances des départements ? Qu'est-ce que vous reprochez au budget ? Alors, d'abord, plus exactement, une petite mise en perspective des quelques années qui viennent de s'écouler. Nous sommes en réalité la seule strate de collectivité par rapport aux régions, par rapport au bloc communal, commune et intercommunalité. Nous sommes la seule strate à, depuis 2 ans, avoir connu une baisse de nos ressources. Vous savez que dans nos ressources, nous avons ce qu'on appelle les droits de mutation. Quand vous achetez un appartement, il y a une partie... C'est les frais de notaire. Les frais dits de notaire, voilà, qui alimentent en réalité une partie du budget de l'État, une partie du budget des départements, une partie du budget des communes. Ils se sont effondrés, pourquoi ? Ils se sont effondrés tout simplement parce qu'il y avait eu un boom absolument excessif, parce que vous aviez des taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas, et parce que vous aviez donc une demande extraordinairement soutenue. Donc ils étaient montés à une sorte de maximum, sauf que depuis 2 ans, nous sommes en réalité à moins 6 à 7 milliards de recettes pour les départements. Sur quel total ? Sur un total de... Pour un département comme le Calvados, comme le mien, pour vous donner une idée, en 2 ans, c'est moins 50 millions d'euros de recettes, sur un budget de 850 millions. Donc très important. Donc vous imaginez une perte objectivement extrêmement importante. À cela, à cette diminution de recettes, c'est ajouter des augmentations de dépenses, non pas décidées par les collectivités, mais décidées par un certain nombre de mesures gouvernementales. Et ces dépenses nouvelles en 3 ans, c'est de l'ordre de 3 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Alors c'est ici le Ségur de la santé, c'est la revalorisation des indices, c'est la prime de feu, c'est un certain nombre de mesures cumulées, décidées par les gouvernements successifs, que nous sommes dans l'obligation d'appliquer et qui naturellement impactent nos budgets. Donc vous le comprenez bien, une augmentation des dépenses, je le dis parce que nous sommes un certain nombre quand même à avoir été très en colère des déclarations d'un ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui voulant se défausser d'un certain nombre de responsabilités, essayait, entre guillemets, de repasser ses responsabilités sur d'autres. Alors, il faut rappeler, il a dit que les collectivités locales étaient en partie responsables du fait que le déficit ait été autant creusé. Alors justement, c'est une confusion entre une augmentation éventuellement budgétaire et le déficit. Le déficit dont vous parlez, c'est le déficit de l'État. Car je le rappelle, les collectivités locales sont dans l'obligation d'avoir des budgets équilibrés. L'endettement du pays, c'est l'endettement de l'État. L'endettement de la strate départementale, c'est même pas 1,50% du montant de l'endettement de l'État. Et pour autant, vu du citoyen, État, département, région, tout ça, c'est pareil. Pas du tout. Pas du tout.
Vous avez des collectivités locales qui sont des collectivités de proximité, en particulier pour les départements et la commune, qui vivent sur une collectivité, sur un territoire défini, et qui n'a effectivement rien à voir avec la gestion absolument nationale. Par contre, cet État national, qui est dans une situation financière catastrophique, essaye de repasser un certain nombre de charges de façon structurelle au département. Je vous donne 2 exemples. Les mineurs non accompagnés, qui relèvent en réalité d'une politique migratoire, sont à l'heure actuelle à la charge des départements. C'est un coût de 1 milliard d'euros pour les départements. Vous êtes submergé dans le Calvados ? Nous avons effectivement un montant important dans le Calvados et nous avions un point, entre guillemets, de démarrage vers l'Angleterre dans le port de Ouistreham, et donc qui attirait effectivement un certain nombre de populations. Nous avons les contrats jeunes majeurs. Les départements sont en charge des collèges. On leur a mis, soi-disant, l'idée de prendre en charge effectivement ces jeunes majeurs. C'est entre 2 et 3 milliards de dépenses qui, normalement, devraient être au niveau de l'État et qui ont été transférées. Vous mettez tout ça bout à bout. Vous avez donc, l'année dernière, 13 départements considérés comme départements en difficulté. Donc 13 départements sont en difficulté financière aujourd'hui. L'année dernière. L'année dernière. Cette année, 29. Et si j'en arrive à la loi de finances telle qu'elle serait présentée, qu'elle serait votée, et je pense qu'elle ne le sera pas en l'état, en tout cas elle ne peut pas l'être. Ça serait quoi, 1 sur 3 à peu près ? Mais si elle l'était, nous arriverions à 80% des départements. 80%. Absolument. Mais dans cette situation-là, que fait le département dans l'hypothèse, justement, il ne peut pas présenter de finances équilibrées ? Eh bien, c'est une très bonne question. Et c'est une question nouvelle. Car nous avons, jusqu'à il y a 2 ans, nous avions la possibilité d'avoir des impôts, ou un impôt, pour le dernier, le foncier bâti, sur lequel nous avions une capacité de fixer un taux. Vous ne pouvez plus lever l'impôt. Il a été décidé de supprimer le foncier, et aujourd'hui, nous n'avons plus aucune recette directe sur laquelle nous mettons un impôt. Pour les plus anciens d'entre nous qui se rappellent peut-être il y a une trentaine d'années les difficultés de la ville d'Angoulême. La ville d'Angoulême avait été en état de cessation de paiement. Que s'était-il passé ? Elle est placée sous tutelle. La tutelle taille dans les dépenses et augmente les impôts. Nous, en ce qui nous concerne, dans la mesure où le champ de la solidarité est un champ sur lequel nous ne fixons ni le montant de l'indemnité, ni le nombre de bénéficiaires, c'est-à-dire des dépenses qu'on va qualifier de non pilotables. La collectivité ne peut pas décider de ne pas donner. Eh bien, vous avez donc une obligation de dépense qui pourrait excéder l'ensemble des ressources. Et placée sous tutelle, eh bien, que fera la tutelle étatique ? Elle sera dans l'obligation d'abonder suite à une situation qu'elle aura elle-même créée. On est dans l'absurdie. Jean-Léonce Dupont, François Sauvadet dit que 63% des dépenses ne sont pas pilotables par le département. Ça veut dire qu'il y a quand même une marge d'à peu près 40% de dépenses sur lesquelles vous pouvez jouer. 63% de dépenses non pilotables, c'est, si vous le voulez bien, l'ensemble du champ de la solidarité auquel je faisais référence tout à l'heure. C'est en plus toute l'aide sociale à l'enfance. Vous savez que le département se voit confier par décision de magistrat un certain nombre d'enfants. Et je rappelle d'ailleurs que les présidents du département, à qui sont confiés les enfants, ont une responsabilité civile et pénale. Donc sur l'ensemble de ce champ, nous ne décidons pas. Ça, j'ai bien compris, mais sur les 40%. Eh bien oui, mais sauf que lorsque vous demandez un effort dans cette loi de finances, que vous faites sur un calcul que vous appliquez aux différentes strates, régions, départements, communes et intercommunalités, et que cet effort ne tient pas compte de la spécificité de la strate départementale, qui a de l'ordre de 60 à 65% de dépenses sur lesquelles il ne peut pas agir, ça veut donc dire que l'effort est disproportionné par rapport à la capacité à agir. Et donc c'est effectivement ce que nous dénonçons. Et puis, sur l'effort, si vous voulez qu'on rentre un petit peu dans le détail de cette proposition de loi de finances, création d'un fonds dit de précaution. C'est merveilleux. Cet État devient précautionneux. J'oserais dire enfin. En ce qui concerne les départements, sur la précaution et la solidarité, nous avons déjà mis en place un système. Nous avons monté un fonds de péréquation, justement sur les droits de mutation, qui s'élève à 1,6 milliard et qui fait que les départements les mieux dotés participent au financement des départements qui sont effectivement moins dotés. Le Calvados, c'est dans quelle case ? Nous sommes effectivement dans les départements qui payent et qui alimentent effectivement ce fonds. Et donc 1,6 milliard. Sur la loi de finances, on nous demande la création d'un fonds de précaution où nous verserions sur les 3 milliards attendus pour l'ensemble des collectivités
1,322 milliards. C'est-à-dire que les départements vont financer 40%, alors que tout le monde sait, la Cour des comptes, le Parlement, que nous sommes la strate en difficulté financière. Est-ce qu'on ne commence pas à voir les limites de cette stratification entre État, région, département, intercommunauté, commune? Quand on vous entend ce matin, on se dit c'est quand même surréaliste. À nouveau, du point de vue du citoyen, que ce soit le département, la région, l'État, on s'en moque un petit peu. On veut savoir ce qui est fait par l'État. Est-ce qu'il y a trop de bureaucratie, Jean-Léonce Dupont? On peut se parler franchement. Est-ce que la France est suradministrée? En dépit de tous les services rendus à la nation, il y a forcément, je reviens un petit peu à ma marge des 40%, même si cet effort est colossal ramené au département, il va falloir trouver des postes sur lesquels il va falloir faire des économies, de toute façon. Alors, je suis tout à fait pour vous dire que la France est nationalement suradministrée. C'est à mon avis une évidence. Mais pas départementalement. Nous avons la particularité d'avoir en réalité 3 niveaux de territoire. Le bloc communal, les départements et les régions. Si vous regardez en Europe, vous avez pratiquement partout cette stratification. Ce n'est pas le sujet. Mais oserais-je dire que la tarte à la crème du millefeuille, c'est en réalité la façon de ne jamais poser le vrai problème de fond qui est comment faire maigrir l'État central. Car le vrai sujet, il est là. Le vrai sujet, il est dans les 1000 agences externalisées de l'État, qui sont hors contrôle, qui n'ont abouti à aucune suppression de postes ministériels et qui sont en réalité des points de chute de la technocratie. Oui, nous avons un vrai sujet. Cette technocratie n'est pas contrôlée. Vous avez fait une liste? Je crois que c'est de l'ordre de 1000 à 1200. Je vous propose déjà... Est-ce que vous feriez une péréquation des efforts que l'on vous demande sur les agences de l'État qu'il faudrait supprimer? Vous cherchez tant de milliards, ils sont là. Je vous parle à titre personnel. Alors, c'est de l'ordre de 90 milliards, l'ensemble du budget de l'ensemble de ces agences externalisées. Moi, je propose à titre personnel un objectif dans les 3 ans de supprimer 1/3 de ces agences. 1/3 de ces agences. Les agences, c'est pas très clair de ce que c'est. Vous pouvez nous dire lesquelles, justement, en citer quelques-unes que vous jugez inutiles. L'ANCT, créée il n'y a pas si longtemps, l'Agence nationale des collectivités territoriales. Allez, pour faire plaisir, l'Agence nationale du sport. Quand vous savez que le sport, il est traité au niveau des collectivités et qu'on vous met en place des procédures d'obtention de financement absolument réduits, avec des conditions et des normes pratiquement jamais opérationnelles et qui font que vous dépensez de l'énergie, du temps pour avoir pratiquement rien. Et vous payez une structure ou une superstructure ou une surstructure pour ça, ça n'a aucune utilité. Aucune. Mais on peut aller beaucoup plus loin, dans tous les conseillers délégués de ceci, de cela, dans tous les comités Théodule, nous avons au niveau central une fascination pour la comitologie. Combien y a-t-il de voitures de fonction au conseil départemental du Calvados? Écoutez, je crois qu'il doit y avoir 3 voitures de fonction. Et si on revient à ces sujets des agences... Une, ça suffit ou c'est de la démagogie de dire ça? Alors, écoutez, non, mais enfin, c'est à la fois donc, pour l'ensemble de la direction et des élus et du président. Sincèrement, je ne pense pas que ce soit un sujet. Mais... Est-ce que c'est un sujet au niveau de la région? Il y a eu un livre il y a quelques années qui portait sur le conseil régional d'Aquitaine et c'est, je ne sais pas, 80 ou 100 voitures de fonction, par exemple. Est-ce que c'est un sujet sur d'autres postes? Non, mais vous savez, en toute matière, vous pouvez avoir des collectivités qui sont sérieusement gérées et vous pouvez avoir ici ou là quelques dérapages. Je vous l'accorde. Mais rassurez-vous, normalement, nous sommes suffisamment contrôlés pour que nous puissions arriver assez rapidement à la fin de quelques dérapages locaux s'ils existent. En ce qui concerne l'État, vous m'indiquerez les organismes de contrôle qui aboutissent à des décisions. Eh bien justement, revenons à l'État et revenons à ces différentes strates. Quand on parlait des différentes strates, de cette couche, se pose la question de la solution. Est-ce que la solution, elle vient pas aussi de quelles compétences on donne à qui? Il y avait une loi il y a quelques années, la loi NOTRe, qui distribue un peu les compétences. Est-ce que la question qu'il faut poser, c'est quelles compétences on donne à l'État, quelles compétences on donne aux agents? Est-ce qu'il faut, la lisibilité, aux agences, en fait. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi sur les compétences que l'on donne aux uns et aux autres? Mais... vous ne réalisez pas à quel point les difficultés de l'État font que, quelle que soit l'orientation que vous pourriez donner sur le sujet que vous évoquez, de toute façon, le résultat final serait inverse. Je m'explique. L'État a tellement besoin d'argent que sur l'ensemble de ses politiques, il sollicite en permanence les collectivités locales, fût-ce en dehors de leur champ de compétences. Vous prenez par exemple l'enseignement supérieur, prenez l'université. L'État est incapable de mettre à niveau l'ensemble du parc immobilier. Et qu'est-ce qu'il fait en permanence? Il demande aux régions et aux départements. Et nous, départements, vous pensez que ça rentre dans nos compétences? Mais l'État accepte
parce que ça correspond à son besoin. Donc, vous savez, c'est un faux sujet. Il y a en réalité un certain nombre de compétences qui, à mon avis, ont été mal attribuées, objectivement mal attribuées. Je vous donne juste un exemple de mon point de vue. Je pense que le transport scolaire, qui était en réalité, si vous voulez, une finesse de montage local, sur lequel le principe de subsidiarité aurait dû s'appliquer, aurait dû objectivement rester au niveau de la strate départementale. Et aujourd'hui, c'est parti à la région. C'est parti à la région. Et dans mon département, par exemple, le résultat, ça a été un moindre service pour un coût plus élevé pour les familles. Donc je ne pense pas que c'était la bonne strate. Et ça, c'est un sujet qu'il nous faut soulever. C'est en matière législative. J'ai été 19 ans sénateur. Je peux vous dire que nous sommes un pays où, sur les textes de loi qui sont proposés, en particulier par le gouvernement, c'est-à-dire les projets de loi, nous n'avons aucune étude d'impact réelle qui sont constituées. Et c'est un vrai sujet. Pas d'étude d'impact, vous ne décidez pas en connaissance de cause. Parmi les sujets des départements, il y a la solidarité aussi. En un mot, quel thermomètre avez-vous? Parce que en tant que président de conseil départemental, vous voyez bien les enjeux de solidarité. Quel est le thermomètre aujourd'hui de la France? Quel bilan, quel constat dressez-vous de ce lien que les Français tissent, de cette solidarité qui parfois, dit-on, est à la peine? D'abord, je voudrais dire que la crise du Covid a montré, notamment aux technocrates qui pouvaient en douter, l'utilité de la strate départementale. Car ne serait-ce que dans la distribution des masques, ce sont en réalité les départements qui ont réalisé cette distribution parce que l'État était incapable, au travers de ses agences régionales de santé, de distribuer à l'ensemble des acteurs. Nous sommes l'acteur de solidarité absolument irremplaçable. Alors naturellement, les besoins sont croissants et c'est une des difficultés de la strate départementale, c'est que vous avez bien compris que quand l'économie va pas très bien, que les recettes diminuent, c'est plutôt le moment où le champ de la solidarité augmente. Et c'est pour ça qu'il faut lutter contre ce qu'on appelle un effet ciseau. Et c'est pourquoi, effectivement, pendant ces journées, nous avons des demandes extraordinairement précises au Premier ministre. Merci beaucoup, Jean-Léonce Dupont.